Bonjour à tous, bienvenue à l'ambassade Pro Bike Shop et merci de nous accompagner aujourd'hui pour ce quatrième live dédié à la reprise du vélo de route, la reprise de l'entraînement et la planification de la saison à venir. Alors pour nous accompagner aujourd'hui donc sur ce sujet, on a la chance d'avoir avec nous un super plateau avec déjà la présence donc, de Camille Chancrin, notre coach professionnel et ambassadeur Pro Bike Shop également. Bonjour Camille. Bonjour à tous. On a également beaucoup de chance puisque vous avez beaucoup de chance puisque vous allez pouvoir bénéficier des conseils de David Moncoutier, ancien coureur professionnel, aujourd'hui consultant donc pour Eurosport. Bonjour David. Bonjour, bonjour à tous. Nous avons également la marque Compex avec Sophie qui nous a rejoint et qui va nous présenter un petit peu tous les outils techniques qui peuvent vous aider, que vous soyez des experts ou des débutants, dans ce lancement de saison et la préparation physique. Bonjour Sophie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et enfin, Cédric du magazine Le Cycle, le fameux magazine qui vous accompagne tout au long de la saison et aussi particulièrement dans cette phase de reprise avec tous les bons articles et les bons conseils donc pour préparer. Bonjour Bonjour Cédric. Alexandre, bonjour à toutes et à tous. Alors que vous soyez débutant ou que vous soyez expert, aujourd'hui cette émission vous est dédiée et on va vous donner plein de bons conseils, des conseils avisés, des conseils de professionnels et des conseils qui sont basés sur de l'expérience. Et on va commencer justement sur la première partie avec Camille. Première partie qui est dédiée finalement un petit peu à la préparation, la planification de la saison. Camille, déjà, je te laisse te présenter et te présenter donc à nos followers. Bonjour à tous. Donc Camille Chancrin, je suis ancien sportif de haut niveau et maintenant coach professionnel. Je suis également triathlète et j'entraîne des triathlètes et des cyclistes. Donc tu suis des coureurs, tout type de coureurs, même des gens qui débutent? Oui, la plage de coureurs et d'athlètes que je suis va du débutant jusqu'au plus haut niveau. Donc il y a un étalage très conséquent de coureurs qui veulent progresser. Donc tout le D'accord. monde peut y participer. Ah bah alors justement, aujourd'hui Camille, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il faut pour bien commencer une saison? Peut-être d'ailleurs, voilà, pour les débutants, quels conseils tu peux leur donner pour bien commencer une saison, peut-être bien cibler leur approche? Alors, tout d'abord, les conseils généraux qu'on va pouvoir faire pour un débutant, ça va être d'engranger des kilomètres. D'accord. Donc, la première partie de la préparation sera vraiment de la partie foncière. Et puis après, on va s'axer dans un second temps sur essayer de prendre la force, surtout si on est débutant, qu'on vient d'une autre discipline comme la course à pied où on n'a pas assez de force souvent, où il va falloir Les gagner en coureurs à muscle. pied ont un petit déficit. C'est quoi? C'est la force, c'est la puissance? Comment tu le définis en fait? C'est quoi? Parce que c'est pas les mêmes muscles qui sont utilisés? Ouais, en fait, la puissance, c'est la combinaison de la force et de la vélocité. Donc, c'est vrai que quand on vient d'une autre discipline comme la course à pied ou le triathlon, on a tendance à être un peu déficitaire en force. Donc, on va travailler ça en force sous-maximale sur vélo et ça va s'apparenter sur des séances où vous allez, dans une montée par exemple, emmener un très fort braquet sur de faibles pourcentages de 2 à 3% à une cadence environ entre 45 et 60 tours par minute. Et quand tu dis très fort braquet, en gros, on met tout à droite, c'est ça? Pour le débutant, c'est quoi? Par exemple, bien souvent, quand on commence sur le vélo, nous on le voit chez Pro Bike Shop, c'est des vélos qui sont souvent équipés en pédalier compact, donc 50 sur le gros plateau et 34, et derrière avec des cassettes qui sont étagées en 11-28. Tu donnerais quoi comme braquet à Tout utiliser? dépend de son niveau et de son début en force, on va dire, mais ce qu'on va cibler en priorité, c'est d'être sur le grand plateau. D'accord. Ensuite, en fonction de votre capacité et votre puissance maximale aérobie, donc le maximum que vous allez pouvoir développer, vous allez jauger entre les dents de derrière en essayant de se rapprocher suivant les pourcentages des dents les plus petites. Et donc ça, c'est un bon exercice pour les débutants, couplé à du foncier, à faire des kilomètres, c'est ça? Et Ouais, ça, on le fait à toutes les sorties? alors, on va pas le faire à toutes les sorties. On va peut-être utiliser une sortie dans la semaine où on va travailler, on va axer sur cette force-là. Et puis une sortie où peut-être vous allez vous retrouver en groupe. Et à ce moment-là, vous allez plus travailler la partie foncière sans travail spécifique. C'est un travail qui se fait chez les pros, ça, David? Base qu'a décrit Camille, c'est-à-dire qu'on reprend, on essaie d'engranger des kilomètres en foncier, comme on dit, en endurance. Donc on fait du 3-4 heures sans faire vraiment de rythme. Ça permet de reprendre de la masse musculaire. Ça dépend
combien de temps on a coupé. Et puis derrière, quand on commence à être un peu bien, allez, en janvier, un mois et demi avant les premières compétitions, on commence à faire de l'intensité. Donc, ouais, C'est le neuromusculaire, alors qui parle peut-être pas aux novices, mais c'est avec des très gros braquets, ressentir, pédaler doucement avec beaucoup de braquets pour ressentir les muscles, vraiment comment ils travaillent, travailler son geste aussi, parce que le pédalage, il y a une phase de poussée, il y a une phase de tirage, donc tout ça, ça s'apprend et il faut faire des kilomètres tranquillement et pour ressentir ça aussi sur le vélo. Et puis on va gagner sur l'efficience de pédalage, donc c'est très important de bien le ressentir. d'accord. Donc, vous voulez commencer, voilà. Faire des kilomètres ne suffit pas. Enfin, faire des kilomètres pour des kilomètres ne suffit pas. Faire quelques séances comme ça spécifiques. Combien de séances pour quelqu'un qui va rouler 3 fois par semaine? Tu la conseilles combien de fois par semaine cette séance, Camille? On va dire en phase de reprise maximum deux fois par semaine. D'accord. On va partir sur une fois par semaine et puis après tout est question de durée, d'intensité et puis des blocs, des séries. On va peut-être être progressif en attaquant par une série la première semaine et puis en augmentant le nombre de séries et la durée des séries au fil des semaines. D'accord. Très bien. Donc voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire tout au long de l'année ou après on va arrêter un petit peu pour faire d'autres types d'exercices alors pour le débutant? Alors, ce qui va être bien, c'est de le faire en développement, ce qu'on va appeler le développement, donc spécifiquement en début d'année, et puis de temps en temps dans l'année faire des rappels, même si en saison régulière, suivant l'activité que vous allez pratiquer et à l'intensité à laquelle vous allez le pratiquer, certaines compétitions font déjà l'objet de rappels en elles-mêmes. D'accord. Très bien. Et pour le coup, pour un débutant, voilà, qui commence, donc voilà, on va dire qu'il commence aujourd'hui, donc il va faire des kilomètres, il va faire un petit peu donc de travail musculaire et neuromusculaire, c'est ça? C'est un mot compliqué, mais voilà, c'est simplement ressentir le pédalage, ressentir les muscles qui travaillent. Parce que bon, il n'y a pas forcément que les cuisses, hein, les mollets travaillent, le fessier, les abdominaux aussi. David, je pense que tu faisais de la PPG, voilà, préparation physique aussi, ça peut être Préparation important physique aussi. générale, PPG. Ouais, pour faire du ce qu'on appelle le core training aujourd'hui, C'est ça. pour Les- le mot Les séances anglais, que mais je propose qui sont très efficaces également, c'est de coupler justement cette force sur home trainer et puis tout de suite derrière faire des entraînements spécifiques en renforcement, en gainage. Et en couplant ça, on facilite le transfert des muscles supérieurs aux muscles inférieurs et on est beaucoup mieux gainé après. en fait, plus le bassin est fixé aussi et meilleur est le pédalage Plus on est la efficace, puissance. Ouais, plus on est D'accord. efficace. Donc, alors, on est en train de dire aux gens qui ont attendu le déconfinement avec impatience qu'il faut retourner, messieurs, dames, sur Home Trainer. Non, Le c'était soir quand il fait nuit. le soir quand il fait nuit. Voilà, c'est juste le moyen de se rajouter une séance de plus dans la semaine. Pour quelqu'un voilà, qui va débuter par tout ça et qui a pour objectif, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner s'il a un objectif de faire une cyclosportive par exemple en montagne? Si l'objectif de l'année c'est juste faire une cyclosportive, y participer et la finir, une marmotte ou une étape du Tour par exemple, qu'est-ce que tu peux lui conseiller après dans l'évolution de son entraînement, voilà, dans cette phase, dans ces 2-3 mois là qui sont la phase de reprise? Tout d'abord, on va lui conseiller d'être progressif, c'est-à-dire de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit souvent, ne pas attaquer par des 150 km dès l'hiver alors que les contraintes extérieures sont très, très fortes et avec la fraîcheur. Donc on va y aller progressivement, autant en volume qu'en intensité, et puis de se fixer des objectifs intermédiaires. Alors la C'est-à-dire- planification, parle-nous-en justement. Voilà, on va lui dire, par exemple, si mon objectif est au mois de juin, de se fixer un objectif intermédiaire un peu moins haut en avril pour avoir ce checkpoint entre guillemets à passer, à valider en termes de maîtrise. Peut-être être capable déjà de faire 120 km avec 3000 mètres de dénivelé si notre objectif est 280 et 5000. Voilà. C'est un effet juste de rassurer ou c'est un effet aussi au niveau psychologique de pouvoir maintenir finalement le travail sur le long terme? Bien sûr, le fait de se fixer des objectifs intermédiaires renforce la motivation et du coup, ça va être beaucoup plus gratifiant pour quelqu'un de se préparer pour un objectif intermédiaire qui est proche que pour un objectif global qui est éloigné. Au niveau des entraîneurs que tu avais, David, ils vous fixaient comme ça des étapes intermédiaires très précises dans les zones de préparation d'hiver? Disons que chaque coureur avait un programme tout au long de l'année. On l'avait
pour les meilleurs coureurs, ils avaient leur programme quasiment toute l'année. Ceux qui arrivaient, souvent ils bouchaient les trous au dernier moment. Mais on avait souvent des périodes de l'année où on voulait être en forme. Donc à partir de là, l'entraîneur, il essayait de baser son entraînement pour arriver à son pic de forme, justement le moment voulu. Et donc souvent l'approche, c'était de faire pas mal d'intensité, aller entre une semaine et un mois avant la compétition, justement pour avoir le rythme. Mais avant, il y a cette base de foncier qui commence dès maintenant, dès le mois de décembre. Dès maintenant, dès le mois de décembre, on n'y coupe pas, on est obligé d'aller dehors. Donc c'est le conseil que vous donnez, oui, quand même, il faut accumuler les kilomètres dehors. Bah oui, parce que si on commence à faire des intensités avant d'avoir fait les bases en dessous, notre maison ne va pas être solide et elles ne pourront pas nous servir plus tard. Donc il faut déjà faire les bases de la maison avant de mettre les intensités. Et puis de toute manière, en ce moment, on voit que dès qu'on va vouloir faire des cols, des intensités importantes, on va attraper froid en haut et puis on va devoir s'arrêter une semaine parce qu'on est tombé malade. Donc à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez, qui vous posez les questions pour commencer avec les bonnes méthodes, ça commence déjà par sortir le vélo pour le coup. Alors c'est super, voilà, tu viens de donner deux conseils complètement contradictoires, faire du home trainer et sortir le vélo. Mais non, vous avez compris, les deux peuvent se coupler pour faire et de la qualité sur le home trainer et faire des kilomètres. Donc Et puis voilà, c'est des séances qui sont aussi gratifiantes, elles sont motivantes parce que la plupart du temps, soit le samedi, soit le dimanche, on arrive à trouver des groupes et du coup, au niveau de la motivation, ça va être plus facile d'aller rejoindre des gens pour faire des kilomètres que d'aller les faire tout seul. ça c'est évident. Ça c'est les conseils pour les débutants, mais c'est aussi une partie du travail des plus experts, non? Est-ce que tu peux nous en parler aussi de l'approche de cette saison, justement, pour les gens qui sont plus expérimentés? Quels conseils tu peux leur donner, ceux qui cherchent la motivation, qui se fixent des objectifs compétition, entre guillemets? Voilà, ça va être toujours organiser ses temps de travail, c'est-à-dire organiser sa semaine en fonction de son activité, donc se détacher des phases où on va pouvoir travailler spécifiquement sur des durées courtes, et puis d'autres phases dans la semaine où on va s'accorder des durées beaucoup plus longues pour la partie foncière. Le premier travail, finalement, c'est un travail de planification. Bien sûr, va falloir organiser sa vie professionnelle et familiale pour se dégager du temps et puis se fixer ses limites aussi en fonction de ses objectifs sportifs et des objectifs qu'on a à côté. Déjà de l'expérience, qui se connaît, qui connaît son corps, qui a quelques saisons derrière lui, il peut trouver une autre méthode qui est la reverse periodization, où on fait d'abord le qualitatif en période hivernale et ensuite le quantitatif. Voilà, ça a été essayé par la Sky il y a quelques années. J'en ai entendu parler en effet de cette méthode. C'est à l'inverse en fait. On fait au moment où il fait froid, où les jours sont aussi les plus courts, on fait les périodes intensives, tout ce qu'on appelle le qualitatif, où on monte haut en intensité. Et ensuite, on passe sur les distances longues. On fait le foncier après. Mais là, c'est déjà un niveau où on a déjà un petit peu de vécu cycliste et on sait gérer ses seuils, on connaît toutes ces Et choses-là. justement, le risque, est-ce que, voilà, pour les personnes un peu plus expertes qui nous écoutent, je pense qu'ils se posent la question, est-ce que le risque, c'est pas d'arriver un peu diesel, pour le coup, d'avoir fait ces intensités trop tôt, d'arriver un petit peu diesel sur la phase d'objectif, finalement? Non, justement, les intensités font qu'on bascule pas dans le diesel. Mais après, on a quand même une phase de foncier. Oui, mais pendant la période foncière, on continue quand même à travailler avec des microcycles. Bien sûr, ouais. De toute façon, toute la saison, il faut continuer d'entretenir. Il y a vraiment une multitude de préparations à donner et on ne peut pas en si peu de temps aujourd'hui décrire toutes, mais il y aurait un autre biais aussi qu'on pourrait utiliser pour les personnes qui ont peu de temps pour s'entraîner. C'est de focaliser son attention sur cette fameuse zone sweet spot aussi. Alors la zone sweet spot training. Alors je répéterai pas parce que j'y arriverai pas. Tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est la limite entre la zone 3 et la zone 4 du référentiel français de la zone Grappe Easy. Et, alors zone 3, zone 4, sachant que le maximum c'est quelle zone? I5. I5. L'intensité 5. Et celle à laquelle on peut tenir des heures, c'est I1. I1. Voilà. Et il y aura deux zones anaérobies qu'on va appeler I6 et I7 également, mais qui ne seront plus dans la capacité maximale de l'oxygène. Donc cette zone
sweet spot entre la zone 3 et la zone 4 va nous permettre d'engranger beaucoup de kilomètres sans créer de fatigue importante et en développant énormément les capacités aérobies sans créer beaucoup de fatigue. Et c'est conseillé pour les personnes souvent qui ont des volumes hebdomadaires entre 8 et 12 heures. D'accord. Oui, ce qui représente quand même un beau volume hebdomadaire pour quelqu'un lambda, on va dire, dont c'est pas le métier. Voilà. C'est des méthodes que vous avez déjà essayées, ces méthodes inversées ou Moi, j'avais essayé, parce qu'on avait fait un article dans le magazine, et j'avais essayé ce système sur une saison, et ce qui est agréable, parce que c'est un moment où on a ça change moins de toutes forcément les années envie précédentes aussi, j'imagine. Ouais, alors faut aussi avoir une bonne année où on a fait pas mal de kilomètres pour que ce soit efficace. Mais après, l'autre conseil qu'on peut donner, c'est aussi, tu parlais des zones. Je pense que pour un novice, ce qui peut être bien, c'est aussi d'avoir toutes ces intensités, connaître son seuil, connaître ses fréquences cardiaques auxquelles travailler pour pouvoir progresser plus facilement. Et je pense que David, tu peux nous en parler de des tests terrain, voire des tests labo, parce qu'aujourd'hui on peut les faire en laboratoire pour essayer d'aller chercher un petit peu plus de performance, quoi. Ouais. Enfin, moi, je sais que depuis la fin de ma carrière, je fais que des entraînements courts et intensifs et ça permet de garder vraiment la forme. Après, là, on s'adresse, il y a tellement de profils différents. Oui, beaucoup d'abonnés Strava ont vu que oui, tu gardais une sacrée forme. Et forcément, quand on fait court et intensif, là, je parle à celui qui n'a pas beaucoup de temps, forcément, il va garder la forme et le rythme toute l'année sans créer une grosse fatigue. Parce que ce qui crée une grosse fatigue aussi, l'intensité, oui, ça en crée, mais celui qui fait des 5-6 heures avec le froid, parfois, ça va être pire. Même s'il le fait en endurance, il va se fatiguer. Pour l'organisme, je pense pas que ce soit très bon de faire 5 heures quand il fait 0 degré où on peut pas trop boire. Ça doit pas être très conseillé, surtout en ce moment, d'aller encombrer moi, je pense qu'il faut être régulier, c'est d'y aller, de se fixer un objectif, de s'y tenir, faire du sport au moins 2 à 3 fois par semaine, suivant son emploi du temps. Et après, oui, il y a cette progressivité pour arriver au moment de l'objectif. Justement, qui peut arriver à n'importe quel moment de la saison. Est-ce que la fixation d'objectifs pour les plus expérimentés est importante, et est-ce qu'il faut s'en fixer plus, entre guillemets, plus d'étapes? Oui, comme je vous disais, l'essentiel, c'est de garder la motivation au beau fixe. Donc, plus on va avoir d'objectifs de passage intermédiaire, plus on va pouvoir être motivé tout au long de l'année. Et je rebondis sur ce que tu disais juste avant. C'est vrai que maintenant, il y a pas mal de choses qui nous aident à pouvoir pratiquer d'autres planifications. Donc, l'outil de Home Trainer qui s'est vraiment développé, qui est beaucoup plus agréable qu'il y a quelques années maintenant à pratiquer. Donc, on peut pratiquer une multitude de préparations en fonction de ses objectifs. Passer beaucoup plus de temps sur Swift, par exemple, pour faire les intensités, et ensuite, au beau jour, faire Est-ce qu'il n'y a pas un piège avec Zwift de surtravailler en intensité à une période qui n'est pas forcément dédiée à cela en ce moment? Bah oui, forcément, il faut vraiment faire attention à ce qu'on appelle le surentraînement. Si déjà on n'a pas de base solide, si on n'a pas de passif en tant que cycliste, on va avoir beaucoup de mal à enchaîner ces séances intensives. Certains coureurs vont beaucoup mieux l'accepter que d'autres. Ça, c'est vraiment propre à chacun et propre à vous de le gérer. Et puis, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas qu'une semaine soit trop monotone également. Donc, si chaque semaine, on fait toujours la même chose, et au bout d'un moment, le corps va s'adapter et il n'y aura plus de progression. Et tout est question toujours d'équilibre. Il y a les périodes où on va travailler certaines qualités ou certaines faiblesses, et ensuite pouvoir récupérer. La récupération, je pense que c'est l'une des c'est une des clés. L'une des clés d'accord, il y a l'entraînement, mais il y a aussi la récupération. Et surtout quand on travaille, on a un travail, on va au bureau, on a des sollicitations familiales. Il y a plein de choses qui sont aussi à prendre en compte quand on s'entraîne. C'est pas simplement que l'entraînement. Je pense qu'il faut aussi la récupération et le repos fait partie de l'entraînement. J'ai un entraîneur qui me le disait, je l'ai jamais écouté, mais la récupération fait partie de l'entraînement. Sur les grands tours, la moindre minute récupérée est absolument primordiale. Vous parliez beaucoup de motivation, garder motivation. Donc voilà, on a vu se fixer des objectifs, varier les entraînements, ça c'est bien. Est-ce que carrément varier la méthode d'entraînement, voilà, comme tu disais, tester une année quelque chose de complètement différent, peut être indiqué pour quelqu'un d'un petit peu expérimenté?
Oui, bien sûr, c'est ce qu'on voit souvent à très haut niveau. Certains athlètes changent d'entraîneur une année et on observe vraiment une valeur ajoutée cette année-là parce que il a changé de méthode, quelque chose où il était tombé dans peut-être une lassitude physiologique. Le nouvel entraînement va lui permettre de changer et que l'organisme s'adapte. Il ne faut surtout pas tomber dans la monotonie et c'est vraiment ça la clé, à mon avis. Alors, je ne t'interroge pas volontairement maintenant sur ce sujet parce que justement, c'est un point que je voulais aborder avec toi. J'imagine. Ouais, mais non, on y reviendra tout à l'heure. Excuse-moi, David, je t'ai coupé en en plein élan. Juste pour finir sur les outils, est-ce qu'il y a des outils? Tu as parlé du home trainer. Voilà. Est-ce qu'il y a des outils, et on parle pas encore tout à fait de la récupération, ce genre de choses, mais qui peuvent aider à mieux se connaître, à mieux s'analyser? Parce que j'imagine, pour planifier une saison, il faut déjà connaître voilà, son potentiel. Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que tu conseilles toi en tant qu'entraîneur? Et qu'est-ce que vous conseillez dans les médias ou ce genre de choses comme outils déjà de la base? S'il y a deux outils à voir, c'est quoi? En tant qu'entraîneur, je vais vous conseiller forcément le capteur de puissance pour se connaître, parce que c'est ce qui va vous aider justement, tout à l'heure on parlait de zones, à déterminer toutes vos zones d'entraînement et à travailler de manière ciblée tout au long de l'année, et puis à réévaluer ce travail régulièrement par des tests. Donc ça, c'est très important. Après, numéro 1, capteur de puissance, tout le monde valide? Non, oui, mais ça reste quelque chose qui est très cher. Et aujourd'hui, Oui. un novice peut prendre une montre, un cardiofréquence-mètre, comme on faisait il y a quelques années. Je pense que ça peut suffire. On peut travailler avec le cœur. C'est le deuxième outil, le cardio? Pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de budget, qui se lance, qui va déjà investir, beaucoup qui nous regardent, qui va investir dans un vélo, qui va investir dans un cuissard, un casque, parce qu'il faut des bonnes chaussures. Dans tout la même année. On ne peut pas investir dans tout, donc je pense que un cardio-fréquence-mètre, c'est déjà une bonne base. Et puis oui, quand on commence à avoir un petit peu de vécu cycliste, le capteur de puissance, je vais pas dire que c'est le Graal, mais oui, ça fait passer dans une catégorie. C'est vrai que j'ai tendance à l'idéaliser parce que il y a plein de biais. Voilà, oui, voilà, c'est ma base de travail, et puis il y a plein de biais qui apparaissent avec la fréquence cardiaque, mais pour le débutant, un compteur GPS avec un cardiofréquence-mètre est largement suffisant. Tu valides, David? Oui, alors moi, mes dernières années, alors c'est vrai qu'on était obligé de rouler avec le capteur de puissance, mais maintenant, je roule sans rien. Aux sensations, mais le problème, c'est que je me connais très bien. Donc, évidemment, sans avoir un capteur de puissance, je sais à peu près à quelle puissance je développe en instantané sur le vélo. Alors, je trouve que ce qui est important aussi, c'est par exemple sur une saison complète, alors il y a des applis pour ça, on parlait de Strava, où on note tous ses entraînements et on voit à quelle période de l'année on était en forme et on essaie de voir qu'est-ce qu'on a fait un mois, 2 mois avant. Et c'est vrai que ça sert vraiment de repère et essayer de reproduire la même chose qui a fonctionné. Ça, c'est pour le coureur qui a un peu d'expérience. Il ne faut pas non plus rester figé sur les chiffres, et de temps en temps, je pense que tu ne vas pas me contredire, c'est qu'à un moment, il faut aussi ressentir. C'est bien d'avoir les chiffres, c'est bien aussi d'avoir les sensations. Comment les cuisses, comment ça brûle, on a mal aux jambes en haut de certaines côtes ou dans le vent. Je pense que c'est bien de faire une corrélation entre les deux. Je pense que ça sera la conclusion de cette partie préparation-entraînement, dans le sens où il ne faut pas oublier que c'est aussi un sport de sensation, le cyclisme, et à la limite, surtout pour les débutants qui veulent commencer, déjà apprenez à reconnaître vos sensations et voilà, et à les canaliser aussi un petit peu, et comme ça, voilà, ce sera peut-être la première étape avant de passer à d'autres outils. Merci Camille. Si vous voulez plus d'informations, surtout vous n'hésitez pas à nous poser des questions sur le fil Facebook qui est en dessous là de votre écran. On y répondra en direct, on y répondra aussi avec Camille derrière en amont après l'émission. Également, si vous voulez plus d'informations ou une mise en contact, on s'en occupera également. Merci pour tout. On va attaquer la deuxième partie. On va pouvoir bénéficier un petit peu de l'expérience et du vécu d'un professionnel, un professionnel qui a quand même 16 ans de carrière au sein de la même équipe. On regarde une petite vidéo et on en parle après ensemble. « 16 ans,
Pour certains, c'est l'âge de tous les possibles, de toutes les premières fois. Pour moi, c'est presque une moitié de vie dans la même équipe. Et c'est pas encore fini. Je m'appelle David Moncoutier et je roule pour l'équipe Cofidis. Alors, quoi de mieux que les conseils d'un professionnel pour bien attaquer la saison? Alors, on a la chance d'avoir avec nous David Moncoutier. David Moncoutier, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais faire juste le micro palmarès, mais tu vas aller un petit peu plus loin, je vais te laisser te présenter. C'est 2 étapes du Tour de France, c'est 4 maillots de meilleur grimpeur du Tour d'Espagne, la Vuelta, et de nombreuses victoires professionnelles. David, je te laisse te présenter. J'ai donné tes grandes lignes, mais il y en a plein d'autres, j'imagine. Alors j'ai commencé le vélo à 16 ans en KD2 déjà avant je faisais du foot. J'ai tout de suite vu que ça me plaisait. J'étais plutôt endurant donc c'était un sport qui correspondait à mes qualités. Donc j'ai fait après j'étais du côté de Blagnac, Cahors. Je suis passé pro à 21 ans. C'était quoi le premier contact avec le vélo? Premier contact, en fait, j'avais pris un demi-course. J'avais un copain qui faisait du vélo de course à l'époque. Je suis allé rouler avec eux et j'ai vu avec le demi-course que je les suivais. Pourtant, j'ai un vélo qui faisait à l'époque, je sais pas combien de kilos. Je les suivais dans les bosses, même que j'arrivais à les distancer. Il a dit voilà, il faut que tu fasses de la compétition. Ma première compétition, c'était un circuit tout plat. J'avais du mal à rouler en Parfait peloton. pour tes qualités de grimpeur. Donc, j'ai pas fait grand chose. Mais la deuxième course, j'ai gagné. Puis j'ai tout de suite vu que ça me plaisait. Et après, j'ai réussi à faire mon métier à 21 ans, passant pro chez Cofidis. Donc, ton premier tour de roue, entre guillemets, de pédale, c'était 16 ans et 5 ans après, tu étais professionnel. Alors. Ouais. Donc, Après, on est encore plus rapide. Hein. Il y a Remco Evenepoel qui est dans le peloton qui est a un peu un commencé. extraterrestre. Hein. Voilà. Mais bon, en général, si on a fait du sport avant, que ce soit du foot et un sport d'endurance, il est on a en déjà train des qualités. de franchir toutes les étapes un peu vite. Il franchit même les parapets. Excusez-moi de la blague un petit peu limite, je vous l'accorde. Donc 16 ans, tu as commencé au sein de l'équipe Cofidis et tu y as passé toute ta carrière? C'est ça, les 16 années chez Cofidis. Je suis arrivé en 97 jusqu'en 2012 et maintenant, après carrière, je continue à faire du vélo. Hein. Course, en règle générale, il y a un peu de VTT depuis quelques mois et je suis consultant pour Eurosport également. D'accord. Tu roules au quotidien, plus de compétition, ça te titille pas un petit peu de temps en temps? On voit des anciens pros sur les cyclosportives. J'en ai fait une. Ah. J'ai fait la bisou cette année. Et alors, ça s'est passé comment? On arrive à 6 au sprint, je fais 6. Mais non, ça allait. C'est vrai que depuis 1 an et demi, 2 ans, je me suis bien remis au vélo et comme je dis, je faisais pas mal de sorties courtes et intensives. Donc, sans te faire offense, pour ceux qui ne connaissent pas David, il n'a jamais été réputé pour ses grandes qualités de sprinter. Hein. On est d'accord? On est d'accord, plutôt grimpeur. Voilà, d'ailleurs, toutes tes victoires ou presque sont en bosse ou presque. En bosse et en solitaire, que ce soit sur la Vuelta ou le Tour d'Espagne. Je crois que la moitié de mes victoires, c'est une arrivée au sommet en haut d'un col. Donc. Sur celle du Tour de France, la deuxième, je crois, tu pars sur un circuit certes vallonné, mais pas vraiment complètement en bosse. Tu finis les 15-20 derniers kilomètres seul. Oui, c'était de la moyenne montagne. Hein. Sur un circuit tout plat, j'aurais jamais réussi. Il y avait eu un col à 35 km de l'arrivée. Après, oui, le final était sur le plat, mais j'avais réussi à faire la différence avant. D'accord. Donc, 16 ans au sein de l'équipe Cofidis, 16 ans de professionnalisme. J'imagine que des débuts de saison, des planifications de saison, tu as dû en vivre quelques-unes alors. Oui. Est-ce que toi, tu avais un rituel? Est-ce que tu avais quelque chose que tu faisais tous les ans ou au contraire, comme on parlait tout à l'heure, tu aimais changer les choses régulièrement? Alors, j'ai changé quelque chose au cours de ma préparation. Déjà, il faut savoir, ma première année chez les pros 97, c'est ce qu'on disait avant l'émission, on faisait quasiment pas de vélo de route à cette période de l'année ou très peu, alors que maintenant on voit, je suis pas mal de coureurs, c'est 150 km en stage. Mes premières années chez Cofidis, un peu de footing, allez, on faisait peut-être 1 ou 2 sorties pour tester le matériel, mais pas plus. Vous rattaquiez quand alors? Vraiment au stage de janvier. Alors décembre, on faisait quelques petites sorties de 2-3 heures, mais vraiment le premier gros stage c'était en janvier. On arrivait comme ça aux courses de février où ça roulait un peu moins vite que maintenant. Maintenant, la saison démarre pour les professionnels en janvier en Australie. Et le stage de janvier chez les pros, ça devait être un peu la cour des miracles. Il devait y en avoir qui arrivaient avec des niveaux complètement hallucinants, non? Le mois de décembre, c'était plutôt c'était la cohésion du groupe, même des soirées, bière et tout. J'ai quelques souvenirs, quelques anecdotes là-dessus. Alors, messieurs, dames, vous voyez, on peut avoir un très bon niveau et puis s'accorder quelques plaisirs. La préparation. C'était cohésion du groupe surtout. Ne rime pas qu'avec souffrance. Voilà. Mais après, évidemment, souvent en cohésion du groupe au mois de décembre et à partir de janvier, ça devenait les choses sérieuses, on reprenait. Mais maintenant, on est beaucoup plus axé sur le vélo de route assez tôt dans la saison et
C'est la petite différence par rapport à il y a 15-20 ans. Et c'était tous les ans un petit peu le même rituel. Alors le stage de janvier, tu rattaquais au Tourmed, tu rattaquais quand toi? Souvent, oui, le Tour méditerranéen. C'est vers le dernière semaine de février, c'est ça? C'était à l'époque mi-février. Mi-février, il y avait la Marseillaise qui débutait, c'était la première, hein, parce qu'on courait pas en Australie à l'époque. Et janvier, oui, on commençait à faire vraiment de l'intensité. Alors moi, j'ai la particularité de ne pas prendre de poids l'hiver, donc j'étais tout de suite bien. Tu prenais pas de poids d'hiver, alors ça c'est. Ah ouais. Non, non. C'est-à-dire, c'est pas. Bah, limite, coureur j'étais plus cycliste léger normal, qu'en plein ça. mois de juillet. D'accord. Parce que je coupais complètement un mois sans sport, donc je perdais du muscle. Ouais. Alors je prenais un peu de graisse, mais sur la balance, j'étais quasiment au même poids. Et après, dès que je reprenais l'entraînement, donc courant décembre, les premières sorties, pas de force sur le vélo, ça c'est évident, mais au fur et à mesure, 1, 2, 3 semaines, on sentait qu'on montait en pression. Est-ce que tu faisais l'exercice justement dont parlait Camille tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment voilà, une côte à 2-3%, à combien 40, 50 tours minutes tu C'est disais ça à peu près. Ouais. sur un braquet difficile, c'est des choses que tu faisais? Oui, c'est des choses que je faisais. Au début, on a du mal à amener carrément le gros plateau. Je pense qu'il n'y a pas de secret, même professionnel. Alors oui, on a un acquis, mais si on reste pendant 2-3 mois sans vélo, on repart pas de zéro, mais ouais, on est vraiment à la rue. Par rapport à Un votre pro qui vrai roule niveau, pas pendant vous en êtes, 3-4 mois avec un amateur qui s'entraîne tous les jours, l'amateur va lâcher le pro. Après, ça revient vite parce qu'on a les qualités, de la génétique, on a quand même un acquis foncier. Puis Ça le revient. corps a une mémoire. Le corps a une mémoire et Malgré tout. après, il n'y a pas de secret. Je pense qu'il faut faire des kilomètres pour progresser en vélo. Est-ce que tu as testé dans toutes ces phases de reprise des méthodes qui aujourd'hui tu te dis mais qu'est-ce qu'on faisait? Est-ce que tu as eu des choses comme ça ou non, ça restait quand même très, très calibré? T'as jamais eu un entraîneur qui arrivait avec une méthode complètement la méthode québécoise? Je ne sais pas, je n'ai rien contre les Québécois, mais j'en sais rien. Non, il n'y a pas eu de méthode vraiment particulière. Alors, certaines années, j'ai testé la course à pied, d'autres années, la natation. Ça m'a pas fait de mal. Après, je ne dirais pas que j'ai été plus fort après. Après, les entraîneurs ont évolué. Comme dit, les premières années, on n'avait pas trop d'entraîneurs, je dirais. C'est surtout depuis quelques années maintenant que l'entraîneur, on a parlé des gains marginaux, on essaie de se perfectionner dans tous les détails qui peuvent être importants, dans la technique de pédalage, dans la récupération, tous ces petits détails qui feront que on peut progresser. Et la base, oui, c'était de faire des kilomètres et puis d'attaquer souvent un mois avant la première compétition, vraiment des intensités. Et souvent, j'avais mon petit rituel, c'était de faire une bosse que je connaissais bien. C'était mon petit test, une semaine, 15 jours avant la première compétition, et je voyais où j'en étais. Et à partir de là, soit ça me rassurait, soit ça me rassurait pas. Pour les gens qui sont de la région lyonnaise, c'était. Alors, dans la région, je suis dans la région lyonnaise depuis 2008. C'était la côte de Sautisson, côte des Avergues, Courzieux, qui monte la Croix de Par. D'accord, c'est bien raide là-bas, il paraît. C'est bien raide, et c'était mon petit test avant le Faron. Et là, je voyais si j'avais. On essayait souvent d'être plus fort, on disait chaque fois pour progresser, d'être un peu plus fort que l'année d'après, que l'année d'avant plutôt, et c'est un petit repère. Et ça, un mois et demi, tu attaquais ce spécifique-là? Vraiment, le test, c'était une semaine avant. D'accord. C'était vraiment pour savoir, pour dire au briefing, je peux gagner au Faron ou pas. Mais avant, oui, on a souvent des bosses où on peut se repérer, où on voit les sensations qu'on a. Alors maintenant, on peut se chronométrer pour dire. Après, il faut voir, c'est peut-être pas les mêmes conditions météo, la température, le vent. Mais ça peut être des petits repères dans la saison pour savoir où on en est. D'accord. Tu conseilles aux gens, limite, vous conseillez tous d'avoir un petit exercice type en fonction de ses qualités, peut-être sprinter, grimpeur, ce genre de choses, et d'avoir une période de test comme ça. Ouais, en fonction des objectifs qu'on prépare, peut-être que si on prépare, enfin vous me coupez, mais si on prépare des objectifs sur des cols un peu plus longs, on va faire un test sur une montée un peu plus longue. Et puis si notre objectif sera sur une course avec des côtes très courtes, on va faire un test un peu plus court pour privilégier la PMA normalement. Et là, je vais faire le naïf un petit peu, mais à la limite, je me mets à la place des gens qui n'ont pas de l'expérience encore. Admettons quelqu'un qui veut faire une course de 120 km ou qui veut faire un triathlon Ironman de 180 km, est-ce que vous leur conseillez de se tester sur la distance totale, ou il faut vraiment éviter juste avant? Moi, je pense qu'il vaut mieux éviter parce que déjà, avec la course, on a l'adrénaline, donc on ira toujours plus loin en course qu'à l'entraînement.
Et puis, justement, ce test un peu long de 20 minutes va nous permettre d'avoir une estimation de nos qualités aérobie et du coup une extrapolation de ce qu'on va faire sur notre trop course puiser, objectif. entre guillemets, Sans non trop plus. puiser. Même si Oui. 20 minutes, ça reste quand même Aujourd'hui, un on sacré considère que les entraîneurs sont tous à peu près d'accord là-dessus. Si on arrive à faire les 2 tiers de l'épreuve en temps ou en kilomètres, on est capable d'aller jusqu'au bout et de réussir son objectif ou son challenge. Et voilà. Le reste, c'est quoi? C'est du mental, de l'alimentation? C'est du mental, de l'alimentation, et puis c'est justement cette phase de foncier, de préparation qui fait que de toute façon on arrivera au bout de l'objectif. Donc ça peut être presque une erreur alors de vouloir reproduire à l'entraînement ce qu'on veut faire en course. Non, Alors, non, c'est pas une erreur parce que le corps, ce qu'on disait, le corps a une mémoire, et de toute façon, l'erreur, ça serait de le faire une semaine avant. D'accord. Si c'est fait en amont, on apprend toujours. Ça peut permettre de pousser les limites de son corps. Ouais. Peut-être qu'on n'est pas suffisamment préparé. On va peut-être faire une fringale, on va peut-être faire des crampes, signe qu'on s'est pas bien alimenté, Oui. ou on n'a pas bien bu. Donc Ça peut être bien justement 2-3 semaines avant la course, justement pour créer cette phase de pic de charge d'entraînement. Et ben on va reproduire les spécificités de la course, et ben pour pouvoir gérer son alimentation déjà, connaître les produits qu'on va utiliser, et puis créer cette charge d'entraînement qui va peut-être nous faire surcompenser juste après. Avant de se reposer un petit peu dans Voilà. la dernière phase. Tu avais un exercice, donc tu avais cet exercice-là, tu avais d'autres exercices types, des exercices des conseils limite que tu pourrais donner aux plus expérimentés, mais également à quelqu'un qui veut débuter, un petit exercice de préparation de saison en plus de faire des bornes. Oui, donc c'est ce que je disais, l'intensité, peut-être se trouver une bosse voilà, une bosse test où il peut se chronométrer pour voir à peu près à quel niveau il se situe, hein, et notamment noter ses sensations dans cette bosse test. Après, c'est il y a cette phase où il faut avoir cette fraîcheur mentale. Souvent, on est bien avant un objectif. Je dis, allez, 2-3 mois avant, parfois, il faut vraiment couper complètement mentalement pour être frais psychologique et avoir la niaque justement pour vraiment donner sur le vélo. Cette progressivité avant l'objectif, et surtout il y a la phase de repos avant l'objectif. Il ne faut pas faire des grosses intensités 2-3 jours avant, ou juste le minimum. Et c'est surtout être en surcompensation. Donc entre une semaine et un mois avant, c'est là qu'il faut faire vraiment la grosse charge de travail. D'accord. C'est intéressant à savoir. Ceux qui connaissent Ouais. pas, Alors, oui. c'est en fait J-7 à peu près. Enfin, après, ça dépend aussi des personnes, mais c'est faire une grosse séance où on vide toutes ses réserves. On est complètement à plat, et le corps est capable et suffisamment intelligent pour recharger tous les stocks de glycogène, enfin tout ce qui est nécessaire à faire un effort intensif après. Donc il est capable de refaire les niveaux et d'aller même un petit peu au-dessus. Donc si je schématise pour les gens qui ne connaissent pas, si vous faites un effort, normalement quelques jours après, finalement, votre organisme est préparé et s'est régénéré pour faire au moins, à minima, le même effort, voire un peu plus. Donc ça peut être une méthode pour travailler en escalier, Bien en fait, sûr. pour aller toujours C'est plus loin. exactement Ça peut être une méthode de travail pour vous qui Ça, commencez. c'est Travail, voilà, c'est repos, aussi une travail, méthode- repos. voilà, c'est aussi une méthode à expérimenter avant, Oui. parce que on peut se louper. Hein, On n'a peut-être pas tous les mêmes capacités de récupération. Voilà, Ouais, suivant aussi l'état de la fatigue, on va pas surcompenser en avril comme on surcompense en juillet. Voilà, il y a pas mal de choses à. Suivant la période de laquelle on sort aussi, si on a créé une grosse période de travail, peut-être qu'il va nous falloir peut-être 14 jours pour récupérer. Si la charge de travail a été un peu moins importante, justement cibler juste sur une grosse séance qui a vidé tous les stocks, à ce moment-là on mettra peut-être que 7 jours à récupérer et à surcompenser pour arriver au niveau Tu avais souhaité. une grosse récupération pour le coup. Tu étais capable de mettre des grosses charges très régulières comme ça ou... Non, mais ça, j'ai pu le tester surtout en sortie de grand tour, où forcément, pendant 3 semaines, quand on sort d'un Tour de France, on a forcément fait des grosses charges de travail.
Et c'est vrai que souvent, allez, une semaine à 15 jours, 3 semaines après, alors à moins de finir vraiment cramé, souvent j'avais des très bonnes sensations. On fait forcément de la force pendant 3 semaines. Après, il y a cette période de repos qu'il faut bien gérer. Si pendant une semaine, on se repose, on fait manger n'importe quoi, on peut être au moment de la reprise un petit peu... quand même un petit peu On lourd. sera un peu lourd, quoi. Voilà. Un petit peu lourd. Et on Donc à un l'est moment, peut-être. peut-être refaire un petit peu d'intensité ou voilà, refaire un peu de travail, mais sans trop taper dedans avant la compétition. Mais c'est vrai que souvent, d'une période de 3 semaines, on sort avec de la puissance et pas mal de force. Ouais. Donc, messieurs, dames, pour vous qui nous regardez, vous avez bien travaillé, vous avez fait du foncier, vous avez fait de l'intensité. Ce n'est pas une raison pour prendre 8 kilos en une semaine pendant la phase de récupération, si j'entends bien. Mais ça explique en tout cas, voilà, pour les gens qui sont un petit peu plus profanes, pourquoi finalement, à chaque fois qu'il y a un gros objectif, Jeux Olympiques, Championnat du Monde, les coureurs professionnels, bien souvent, passent par des phases de grand tour juste avant pour ils se mettent en forme, entre guillemets, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils font une grosse charge de travail, sur compensation pour le jour J, pour le championnat du monde ou les Jeux Olympiques. Après, il y en a qui arrivent à être performants sans avoir fait le grand tour avant, mais il faut avoir fait ces grosses charges de travail justement dans cette période en amont, entre un mois et une semaine. Ça dépend des coureurs pour être en forme le jour J. Et pour ça, il faut bien récupérer. Et pour bien récupérer, eh ben justement, ça va nous amener sur la troisième partie avec Sophie donc de Compex, puisque la récupération, alors ça passe bien entendu par des phases de repos, ça passe par une bonne alimentation. On n'en a pas beaucoup parlé, mais on en parlera peut-être un petit peu après justement. Mais aussi, il y a aussi beaucoup d'outils. Sophie, je te laisse présenter un petit peu ta marque, te présenter, puis présenter un petit peu ce que tu nous as amené ici, qui sont finalement vraiment des outils qui sont dédiés à la phase de préparation pour la récupération, mais pas que. Mais pas que. Alors bonjour à tous, Sophie, la société Compex. Donc Compex, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une marque, notre cœur de métier d'électrostimulation, qui existe maintenant depuis 35 ans. On en parlait tout à l'heure avec David, je crois que tu connais depuis le début. Donc voilà, une marque pionnière dans l'électrostimulation. Donc l'électrostimulation, pour ceux qui ne connaissent pas non plus le principe, c'est une impulsion électrique qu'on va envoyer sur un muscle, et plus précisément sur un nerf moteur, pour permettre derrière soit une contraction musculaire, donc du travail musculaire, soit un battement musculaire. Et ce battement musculaire, les cyclistes souvent le connaissent bien parce que c'est les programmes de récup. Programmes très utilisés en cyclisme. La plupart de nos utilisateurs en vélo connaissent ce programme-là. Ce qu'on connaît un petit peu moins, c'est la préparation physique avec les appareils. On en a parlé aussi avec... Alors, tu es en train de nous dire que déjà le vélo c'est super dur, mais en plus vous s'envoyez des décharges dans les muscles. C'est super douloureux, non? Alors, c'est pas douloureux. C'est comme toute nouvelle technique. Camille vous dira pareil. C'est comme, je le compare souvent à l'entraînement, ayant aussi fait un petit peu de préparation physique avant et utilisant à titre personnel beaucoup les appareils. C'est une habitude à prendre, c'est une nouvelle sensation. C'est de l'électrostimulation, c'est un nouvel outil qui va vous apporter beaucoup, comme l'entraînement, si c'est bien fait, avec de l'intensité, avec de la rigueur, et un protocole d'entraînement établi. C'est pour ça que nous, de notre côté, on vous a développé des petits livrets qui permettent de suivre correctement et de savoir à quel moment on va faire les séances, à quelle intensité, etc. Une séance d'électrostimulation mal faite, c'est un petit peu comme l'entraînement. Une séance mal faite, ça ne portera pas les bénéfices. Alors, revenons dans notre thème de la préparation de la saison. Préparation de la saison, avant d'aller sur la phase de récupération qui sera quand on aura bien travaillé, on va déjà travailler un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser et à quel moment, pourquoi faire? Je vois ces petites électrodes là justement. En préparation physique. Alors, comment on s'en sert en préparation physique et à quel moment? Et à quel moment? Donc le Compex, donc l'électrostimulateur, on a une gamme d'appareils maintenant. Il y en a peut-être qui vont se dire c'est quoi cette petite machine, parce qu'ils connaissent les anciennes qui sont un peu plus grosses et avec des câbles. Maintenant, les dernières machines sont un petit peu plus mobiles, beaucoup plus pratiques. Donc c'est donc une télécommande avec ce qu'on appelle 4 modules. Les modules qu'on va placer sur des groupes musculaires. Potentiellement, avec un Compex, on peut travailler 4 groupes musculaires à la fois ou travailler sur 2 personnes différentes. Donc là, pour les cyclistes, on se les met sur les cuisses, c'est ça, mollet un petit peu, ce genre de choses. On a des électrodes, donc là, on est en pantalon, mais on ne va pas pouvoir faire la démo, mais vous avez des électrodes que vous placez sur la peau. On vient clipser les modules, donc exactement comme tu les as mis là. Ouais, et après, donc, dans la première partie de la saison, comme Camille l'a dit, on va pouvoir intégrer, notamment avec le Compex, tout ce qui est les séances de préparation physique, donc de force, d'endurance, de force explosive. La spécificité du Compex, c'est que vous pouvez isoler, travailler un groupe musculaire, vous pouvez développer une qualité physique précise. Comment ça fonctionne?
c'est l'intensité, donc l'électricité qu'on va envoyer, si vous voulez, sur le nerf moteur. Plus vous envoyez Donc c'est sur le l'électricité, muscle et ça envoie des petites décharges, quoi, il faut des dire. décharges, D'accord. voilà, Ça une met le muscle impulsion en électrique. contraction. Quand on vient exciter un nerf moteur, la réponse, c'est quoi? C'est une contraction musculaire. Donc on D'accord. l'utilise, hein, l'électrostimulation, pour ceux qui sont un petit peu sceptiques, qui ne connaissent pas, qui se disent oh, ouais, je ne sais pas trop. C'est quand même utilisé dans le médical, hein. À la base, c'est une visée médicale pour les personnes paraplégiques, tétraplégiques, dans le coma, les personnes qui ont eu des très grosses fontes musculaires, ou pour éviter la fonte musculaire, donc la myotrophie. On utilise de l'électrostimulation, on va stimuler directement le nerf moteur pour avoir une contraction musculaire de haute intensité. Tu parlais donc renforcement musculaire, création. Est-ce que ça peut remplacer la fameuse séance de force dont vous nous avez parlé sur le gros plateau, ce genre de choses? Alors, ça peut, oui, en termes de charge de travail et de travail musculaire, ça peut. Ça ne remplacera jamais tout ce qui est cardiovasculaire, respiratoire, l'effort qu'on va pouvoir faire dans sa globalité sur un vélo. Par contre, en termes de travail d'intensité sur un développement de force sur le quadriceps, par exemple, on peut intégrer, et c'est ce qu'on a fait dans vos livrets, je pense que Camille en parlera aussi sur la planification, on peut complètement intégrer des séances complexes qui vont avoir leur part et leur intérêt complètement dans Tu le le développement. conseillerais à quelqu'un Oui, qui a pas forcément le temps pour beaucoup de séances dans la semaine? Oui, comme elle le disait, ça permet d'isoler le muscle. Donc on va pouvoir faire une séance complémentaire, c'est-à-dire commencer peut-être par l'électrostimulation. Alors moi je le conseille souvent avec une contraction musculaire en plus, Ouais, c'est-à-dire faire des squats tout à et fait. puis se mettre en... Je te coupe une seconde là-dessus, parce que du coup, tu me fais rebondir. C'est ce qu'on conseille fortement, c'est la contraction dynamique avec la contraction électrostimulée. Pour ceux qui ont déjà testé la contraction électrostimulée passive, c'est-à-dire dans son canapé ou bien chez son kiné, hein, la plupart du temps, quand on l'a testé, malheureusement, des fois, c'est en rééducation. Et l'intérêt, donc pour rebondir sur ce que Camille disait, c'est vraiment de le coupler avec une contraction volontaire. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus agréable. Et si c'est plus agréable, c'est plus efficace parce que vous allez monter plus l'intensité. Voilà. Ouais, ça va permettre un niveau de recrutement supérieur, notamment sur les muscles profonds. Donc on va pouvoir isoler le muscle dans un premier temps et après l'utiliser dans sa globalité sur le vélo. Donc c'est ce qu'on appelle l'effort de pré-fatigue, post-fatigue. Et c'est une méthode d'entraînement qui est très utilisée en préparation physique Et pour quelqu'un hivernale. qui a peu de temps, ça peut compenser, ça peut être une séance à inclure une fois par semaine alors dans cette phase de préparation justement? Oui, bah par exemple, si vous avez qu'une heure pour sortir dehors, vous allez faire votre heure avec votre force sous max sur le vélo. Et puis en rentrant, vous allez utiliser, parce que le soleil va tomber, vous n'allez plus avoir le temps de rester sur le vélo, ben vous allez complémenter avec ça une fois arrivé à la maison. Ouais, tu le faisais ou pas? Tu en utilisais ou pas? Oui, j'en ai déjà fait, parce que parce qu'après il y a les blessures, hein. Je me souviens que Il y a je le m'étais côté fait une antidouleur, rupture bien sûr. du tendon rotulien, donc pour remuscler, ça c'est les premières phases Ouais. aussi pour ceux qui sont en phase de rééducation, ça c'est important de C'est remuscler. une phase de reprise finalement la rééducation. Oui, quelque part. tout à fait. Parce que la fonte musculaire, on en parlait, et c'est vrai que quand on n'a pas trop de muscles, on a moins de force évidemment sur le vélo. Donc avec ceci, en début de saison, en utilisant plus, c'est avec 3 kilos de plus que tu as cassé saison finalement. Et je rebondis sur ce que David a dit. Il y a tout un versant qu'on n'a pas encore abordé, peut-être qu'on en parlera plus tard. L'antidouleur qui existe dans les appareils. Bon, malheureusement, quand on est sportif, même débutant, confirmé, expert, à un moment donné, on est toujours plus ou moins confronté à une douleur, à une blessure. On a dans les appareils complexes aussi pas mal de petits programmes, notamment pour soulager tout ce qui est tendinite, pour les problèmes musculaires, les contractures. Donc ça, c'est des petits programmes ponctuels. Je vous le souhaite de les utiliser le moins possible. Ça veut dire que tout va bien. Mais malheureusement, voilà, des fois, on va devoir les utiliser. Ils sont présents dans les machines. Donc au-delà de la préparation physique, de la récup, il y a aussi l'antidouleur. Il y a aussi l'antidouleur. Et oui, parce qu'il y a un petit côté massage finalement Oui. aussi Oui. avec Alors, l'électrostimulation. Ce n'est pas que de la préparation physique, Non. là on attaque plutôt la phase de récupération pour le coup. Voilà. Alors la récupération, c'est complètement différent des programmes de prépa physique. Un prépa physique, vous l'avez compris, c'est de la contraction, donc c'est du travail, ça rajoute de la charge d'entraînement. C'est pour ça que si vous rajoutez des programmes complexes en prépa physique, il faut vous rapprocher de votre entraîneur ou de vos préparateurs physiques pour savoir à quel moment on les place. Ou lire un bon article, parce que vous avez écrit des articles qui prennent en compte dans la préparation l'électrostimulation. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'entraînement, il y a forcément la récupération. Donc il faut... alors nous, on a testé déjà des appareils comme ça dans le magazine. Et de toute façon, que la récupération se fasse sur le vélo ou par un appareil, un électrostimulateur, ou par un pistolet ou des bottes, quel que soit le moyen, elle est complémentaire à l'entraînement. Donc ok. Et du coup, dans les moyens, donc on peut s'en servir donc pour du massage,
donc Oui. pour la La récup, récupération. voilà. Après votre longue sortie du dimanche, là, au mois de décembre, à moins 3 degrés, celle qu'on apprécie tous hein, quand on fait notre phase de foncier, ça permet de gagner un petit peu des jours de récupération pour pouvoir enchaîner plus facilement derrière. Voilà, c'est des outils. Donc, on va démarrer par l'électro. Donc, le complexe en électro, c'est un outil qui va vous permettre d'optimiser la récupération. Donc, c'est pour les personnes qui forcément s'entraînent déjà à une fréquence assez élevée. Hein. Si on cherche à optimiser sa vitesse de récupération, c'est que vous entraînez tous les jours, voire plusieurs fois par jour, et que la récupération, on va dire naturelle, en 48 ou 72 heures, même physiologiquement, n'a pas le temps de se ne faire. suffit plus. Voilà, ne suffit plus. Vous allez avoir des outils il n'y a pas que ça, il y en existe plein d'autres qui vont vous permettre d'accélérer un petit peu. Donc en électrostimulation, c'est les programmes de battement musculaire. Donc c'est toujours une impulsion électrique qu'on envoie sur le groupe musculaire qui vient juste, si vous voulez, créer du battement, hein, donc faire bouger votre groupe musculaire, au même titre que vous pouvez avoir un masseur, un kiné, si vous n'avez pas de masseur ou de kiné sous la main, vous avez le complexe qui peut un petit peu remplacer ce travail de vascularisation, d'augmentation de la vascularisation, qui va vous permettre d'évacuer les déchets métaboliques un petit peu plus rapidement et donc de récupérer plus vite. Finalement, c'est bien pour les gens qui sont vraiment expérimentés et qui font vraiment des grosses charges, mais j'ai envie de dire pour les gens qui recherchent aussi juste le bien-être, qui débutent la pratique et qui vont forcément pour le coup avoir mal aux jambes, même peut-être plus encore que ceux qui sont plus experts, ça peut être aussi un outil de bien-être. Un outil de bien-être, j'ai vu qu'il y en avait un autre. Là, on reste vraiment dans cette idée de massage, c'est ça? Tout à fait. Alors là, c'est un autre outil, une autre technique, hein. Pas d'électrostimulation, pas d'électricité, rien du tout. Là, on est sur ce qu'on appelle les pistolets de massage par percussion. Donc tout simplement, vous avez un pistolet avec une tête qui va pouvoir se bouger comme ça. Un embout, les embouts c'est pareil, il y en existe des différents. Et oui, parce qu'on n'a pas toujours quelqu'un pour nous masser. Et bien là, voilà, c'est l'autonomie finalement. Exactement, c'est l'autonomie. Vous avez des vitesses sur l'appareil de massage. Il y en a 3 sur le nôtre, qui vont vous permettre tout simplement. Ça paraît costaud là. Voilà. Alors après, ça percute, hein, ça tape. C'est pareil, le même système. Augmenter la vascularisation, augmenter le débit sanguin et permettre de récupérer un petit peu plus vite. Ça, c'est une technique de récupération rapide. Pourquoi on dit rapide? Parce que c'est des protocoles de 3-4 minutes par groupe musculaire. Le complexe, je ne voulais pas préciser pour ceux qui ne connaissent pas, les programmes sont de 25 minutes c'est pas mal, en électrostimulation. D'accord, c'est franchement pas désagréable. Et après, c'est vraiment... Même quand on n'a rien fait. Moi, je prends. Mais merci, je le garde. De rien. Donc voilà, celui-là, c'est vous qui allez le faire, c'est vous qui dosez aussi un petit peu l'intensité et la vitesse. On peut bien sûr, après, quand on est sur des groupes musculaires, là, on parle que des jambes. Souvent, le cyclisme, on parle des jambes, mais on peut parler aussi de tout ce qui est lombaire, le dos, les cervicales. Aussi, le complexe, très très intéressant sur les cervicales pour les tensions. Toi, David, t'étais pour embêter avec ça, t'avais un masseur, non? Oui, après à la maison on n'a pas de masseur, hein, donc c'est vrai que sur les stages, sur les compétitions. Tu utilisais des choses comme ça quand tu étais dans ta phase de préparation chez toi, ce genre de choses, de l'électrostimulation, en massage, ce genre de choses, ou c'est ta femme, ou tu mettais ta femme à contribution? Non, mais j'ai utilisé Complex, surtout mes premières années. Oui, on avait, il y a plusieurs programmes. On a parlé du programme qui musclait, mais il y a aussi le programme pour décontracter le muscle en récupération avec les électrodes. Ça faisait des petits pour soulager le muscle, pour le détendre. D'accord. Des super outils. Et je crois qu'on en a un. Le dernier. Et on va vous envoyer une petite vidéo et on vous en parle juste après. C'est la pressothérapie, c'est maintenant. Regardez. Alors voilà, on a profité de ce petit interlude pour équiper Camille et pour pouvoir vous présenter et vous montrer un petit peu. Tiens, on va se décaler un petit peu pour pouvoir vraiment vous montrer. Tiens, prends ma place, Sophie, vas-y. Merci. Pour pouvoir vous montrer comment ça marche. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la pressothérapie, c'est ça? Tout à fait. Donc, c'est le nouvel outil complexe qu'on sort, donc qui n'est pas encore sorti, qui sortira au mois de janvier. Donc, la pressothérapie, pour ceux qui connaissent déjà, c'est un système de récupération avec de la compression, avec l'air. Donc, un système de pression, compression, décompression. Est-ce que c'est un peu le principe du bas de contention en fait, hein, de la chaussette de contention? Oui, un petit pour peu. Vulgariser, pour vulgariser, on vient compresser le membre, serrer un petit peu pour augmenter tout ce qui est vasculaire pour le retour veineux. Donc on est sur le même principe.
là avec de l'air et des caissons. Donc on a différents caissons sur la botte. L'avantage de ce produit-là, c'est que vous êtes tranquille dans le canapé, vous venez de faire votre grosse sortie, vous avez envie de... Tu as roulé ce matin, Camille, ou pas? Non, Tu mais t'es pas entraîné ce j'aurais matin? bien Maintenant, aimé, on du arrête coup. tout alors. On arrête tout. Vous pouvez le faire aussi, juste comme on l'a dit pour le complexe, pour le bien-être, pour Bah oui, après tout. le prêter Ouais. à vos amis, à votre femme, même si on roule pas, on a le droit d'utiliser ces appareils. C'est vrai que moi j'avais eu l'avantage de tester ça et j'avais trouvé ça au niveau relaxation vraiment super agréable. T'as eu ce genre de choses ou pas, David? Ça, non. Ah. Ouais, c'est assez récent. Oui. Hein. Donc j'ai arrêté 2012, donc j'ai D'accord. pas eu l'occasion On de, arrive de trop tard. tester ça. Désolé, David. C'était une technologie qui existe depuis combien de temps? Alors ça existe depuis plusieurs années sur d'autres marques et beaucoup dans le médical et dans l'esthétisme, enfin dans les centres esthétiques. D'accord. En termes de marques sport qui le développent, on n'est pas très nombreux encore. Il existe des marques pionnières. Nous, on lance le nôtre avec comme avantage la mobilité, c'est-à-dire le côté pratique de C'est marrant parce que l'appareil. mobilité, c'est pas le truc qui saute aux yeux quand on Alors, regarde je me Camille suis là. mal exprimée, on va Et- dire. et non, il ne s'est pas fait plâtrer pendant la pause. On va dire le côté transportable facilement. Bah non, oui, c'est vrai que ça et prend mise pas de en place, hein. place, parce que pour ceux qui connaissent déjà la pressothérapie sur d'autres marques, on a des compresseurs, on a des bottes avec des fils, donc c'est beaucoup moins pratique à Ça mettre tient en dans place. un sac sans Exactement. problème. La petite mallette, je sais plus où, mais elle est assez petite, elle ressemble Dans à ça. cet esprit, d'accord. Voilà. Ok. Donc très facile à mettre en place, 2 programmes à l'intérieur. Je vais l'allumer directement comme ça. Camille, tu vas pouvoir sentir les bienfaits. Il y a 2 programmes dans la machine. Un programme qui va gonfler caisson par caisson, donc de bas en haut pour la vascularisation et le retour veineux. Et un deuxième programme qui va gonfler là tout d'un coup. Donc on a, On voit en effet que ça commence à comprimer un commence. petit Ouais, peu le je pied. le sens il va le bien. sentir normalement. On Et donc a il y a une la position Le pied particulière devient violet. à se mettre, Non, je plutôt plaisante. allongé. Alors, c'est plutôt allongé. C'est sans Nous, risque, rassurez-vous. on a pris le parti de laisser le genou à l'extérieur. Il y a beaucoup de bottes de pressothérapie. Le genou est comprimé à l'intérieur. Nous, on a Et pourquoi? justement pour pouvoir fléchir un petit peu si vous êtes dans des bus, si vous êtes dans la voiture, si vous n'êtes pas forcément en capacité de vous mettre la jambe tendue, vous pouvez utiliser la botte. Voilà. Je pense fléchi. aux sportifs de haut niveau et aux professionnels qui ont des voyages, voitures, avions, ce genre de choses. C'est génial pour eux. Ils peuvent faire Voilà. une séance. Au lieu de subir un inconvénient lié à leur transport, ils peuvent même en avoir un avantage avec une séance de récup alors. C'est ça. Quand on est dans le sport de haut niveau, je pense que David pourra le confirmer, on essaye d'optimiser tous les petits temps de récup qu'on a. Donc l'avion, la voiture, voilà, tous les temps morts où le kiné va peut-être pas pouvoir s'occuper de vous, etc. Là, c'est tous des outils potentiellement que vous pouvez utiliser. Voilà, c'est tout sur des batteries indépendantes avec plusieurs heures d'utilisation. Vous pouvez utiliser seul. Camille, qu'est-ce que tu ressens? Ça sert carrément. Ouais, ça sert. Par contre, c'est vraiment très agréable et on se sent vraiment à l'aise dedans. Ça fait un peu un effet massage ou pas du tout? Enfin, c'est pas C'est le même. plus compression D'accord. que massage. Voilà, Mais, donc après les intensités, donc c'est 1 mm de mercure, c'est la pression qu'on va mettre. Ça va de 0 à 120 pour l'échelle. Ça, c'est D'accord. vous qui dosez. Mhm. Donc c'est vous qui choisissez. Je suis au max là. Pardon? Je suis au max du coup. Oui, t'es au max. Je t'ai mis direct au max. Je sais que tu as fait une grosse séance ce matin. Et bien sûr, dans l'idéal, il faut mettre les deux. Là, on a fait le test que sur une jambe, mais c'est rare, et notamment en cyclisme, de vouloir récupérer que sur une jambe. Donc, en fait, Camille, demain à l'entraînement, va pédaler, d'où l'expression pédaler d'une jambe, en fait, sur une jambe. Mais Voilà. oui, C'est ce qu'on fait des fois avec pour montrer aux gens l'intérêt. on fait J'ai tester tout que de suite sur une jambe. l'impression de jambe légère là. tu Une fois que tu roules demain ou pas? Oui. Eh ben, tu nous donneras ton retour de Alors- sensation, jambe gauche, jambe droite, justement. Je précise juste quand même pour avoir des effets et les séances et tout ce qui est protocole d'études et les résultats scientifiques au niveau de la pressothérapie, il faut rester au minimum 20 à 30 minutes dans la boîte. Si vous restez 2-3 minutes, il n'y aura pas grand intérêt. Et max, on peut y rester Alors on peut y rester. tout un voyage en jours. voiture quand il y a Il des déplacements. n'y a pas de contre-indication, c'est-à-dire C'est que vrai. si vous y restez 2 heures, ça ne va pas exploser, il ne va pas se passer, même à votre niveau, ça ne va pas créer de soucis. Voilà, pour que ça soit optimal, c'est 20 à 30 minutes. Après, si vous avez envie de rester un peu plus, il n'y a pas de souci. C'est du bien-être. D'accord. Et c'est vrai que voilà, dans cette période de préparation de saison, ça peut faire partie pour les plus pointus, les plus experts, parce que j'imagine que c'est quand même aussi un petit budget. Alors c'est des produits que vous retrouverez sur le site Pro Bike Shop, bien entendu. Mais voilà, cet ensemble de bottes de pression, en fait, pressothérapie, ça coûte combien en prix public? 599 €. D'accord. Voilà. Donc, on est, comme tu le disais, sur des tarifs, c'est un budget. Après, c'est à intégrer
forcément dans son entraînement, au bon moment, savoir l'intégrer dans sa semaine pour s'en servir. Donc là, c'est des outils de récup, donc ça va, mais je parle plus au titre du complexe. Peut-être demander conseil à son entraîneur, à son préparateur physique pour le gainage, on en a parlé tout à l'heure, la force, les cycles de force sur les quadriceps. Alors je m'attendais à ce que ce soit plus, parce que finalement je me dis voilà, pour quelqu'un qui s'entraîne vraiment, qui met les moyens, bien entendu, on met tellement de moyens, on va dire, et de volonté et d'abnégation dans l'entraînement que généralement quand on a des gros objectifs, on est prêt à mettre quelques moyens, on est finalement sur le prix d'un capteur de puissance, voire un peu moins finalement. C'est ça. Sauf que là, ça permet de pouvoir enchaîner un petit peu plus rapidement les séances, quoi. C'est ça. Donc après, c'est un choix de vouloir choix, ouais. optimiser sa récupération. Peut-être. Très bien. Eh bien, merci. Vous voyez, il y a plein d'outils qui existent, hein. On a parlé des capteurs de puissance, on a parlé des home trainers. Là, on était vraiment dans la phase de préparation, musculation et récupération. Donc voilà, il y a plein d'outils qui existent pour bien préparer la saison. Que vous soyez débutant ou plus expert. Si vous avez des questions, là encore, n'hésitez pas. Sophie répondra à vos questions un peu plus techniques sur les produits, bien entendu. Maintenant, on va attaquer notre dernier invité, notre dernier intervenant, donc Cédric, magazine Le Cycle. On a déjà pas mal échangé. Après, moi, ce qui m'intéressait déjà, c'était d'avoir un petit peu la vision. Je sais que le cycle, mine de rien, tous les ans, depuis des années, vous avez un petit carnet d'entraînement à cette période de l'année que vous mettez à disposition. Je crois qu'on a tous eu, nous qui roulons, ce petit carnet. Qui est dans le prochain numéro d'ailleurs. Il est dans le prochain numéro ? C'est dans le prochain numéro. Donc, on a fait 24 pages, ce supplément qui est offert avec le prochain numéro, où on a mis en valeur cette année 12 exercices. D'accord. L'exercice du mois, on est parti de ce principe-là. Et d'ailleurs, avec le sweet spot que tu parlais tout à l'heure. Mais il y a plein d'autres exercices. Il y a le test terrain dont j'évoquais tout à l'heure, qui est important, qui permet de se connaître, de fixer ses valeurs de seuil pour ensuite travailler à 50%, 60%, 70%, 80%. Et ça, c'est dans le carnet d'entraînement de cette année alors ? Tout ça, c'est dans le carnet d'entraînement. Et puis, tous les mois, on peut retrouver des choses nouvelles, des retours aussi sur des bases, parce que je crois que c'est important des fois de revenir sur des choses qu'on pensait acquises et puis finalement elles ne le sont pas. Justement, ça fait combien de temps maintenant que le magazine Le Cycle existe ? Alors ça fait depuis un siècle maintenant, mais la nouvelle version c'est 1975. Voilà, moi ça 1975. fait 18 ans que je suis au cycle. Ouais. Voilà, et du coup, j'imagine que dans toute cette période, vous avez dû en voir et en tester des méthodes d'entraînement entre guillemets. Quelles sont, tous les ans, est-ce qu'il y a des innovations et parce que du coup, vous étudiez un petit peu tout ce qui se fait, j'imagine. Ouais, alors moi je suis en lien avec Antoine Vaillé qui est notre coach entraîneur et qui fait des recherches aussi, qui regarde tout ce qui peut se faire, que ce soit chez les pros, mais aussi dans d'autres pays, parce qu'il y a eu un très gros apport de l'étranger à ce niveau-là. Au niveau du training, au niveau de la préparation, au niveau de la saison, préparation, ce genre de choses, ouais. Et des méthodes. Quels sont les pays qui ont beaucoup influencé ces derniers temps ? L'Angleterre, je dirais aussi la Suède, la Norvège, je pense au Fartlek, qui ont été des précurseurs à ce niveau-là. Donc voilà, on essaie de trouver des choses. On parlait des choses un petit peu innovantes. On parlait de la reverse periodization. C'est quelque chose on a fait un article dessus. On essaye de présenter aussi des programmes. On avait fait un programme en 8 semaines, préparer sa cyclo en 8 semaines. Voilà, on brosse un petit peu, que ce soit le foncier, mais après le qualitatif, comme on dit, le quantitatif, et qui m'est arrivé de tester monde, aussi. Je veux dire, voilà, les personnes qui débutent, là, qui commencent, se posent certainement beaucoup de questions. Ils peuvent trouver les réponses, qu'ils soient débutants ou plus experts dans le magazine. Oui, on est vraiment... là, il n'y a pas de souci à avoir qu'on soit novice ou vraiment expert et confirmé. On s'adresse à tout type de lectorat et en tout cas on a envie de donner l'envie aux gens de progresser.
Moi, j'avoue que vous avez orienté mes premières années de vélo. Non, mais vous m'avez vraiment permis. C'est par voilà, c'est par la presse, c'est par le magazine Le Cycle, en effet, que j'ai appris mes premières bases d'entraînement. Bah oui, parce qu'au début, on est tout seul, hein, on ne sait pas si on n'a pas la chance d'avoir des amis autour de soi ou être en club. Bah, c'est un super moyen d'avoir les bons conseils finalement dès le début. C'est ce qu'on essaie de faire tous les mois, en tout cas, de donner aux gens les moyens de réaliser leurs défis. Je crois que c'est quel qu'il soit. Et de se faire plaisir. Je pense que le cyclosportif ou le compétiteur même averti, je pense qu'il ne faut pas oublier, on a beau s'entraîner et y mettre tout le cœur à l'ouvrage, mais et d'être à l'arrache dans les bordures ou choses comme ça, mais je pense qu'il ne faut pas oublier la notion de bordure, plaisir. C'est un mot, on a dit que c'était interdit aujourd'hui d'en parler avec David. Hein non, tu as trouvé pire. Je suis le plus mauvais dans les bordures. Non, je pense qu'il faut c'est la notion de plaisir. Faut prendre, garder du plaisir à l'entraînement et puis c'est ce qui permet d'avoir constamment de la fraîcheur aussi sur la route. Justement, avec tout ce qui s'est passé cette année, et notamment le deuxième confinement, est-ce que vous avez adapté, est-ce que vous avez des conseils à donner, est-ce que vous avez adapté justement la reprise de l'entraînement à ce nouveau, cette nouvelle donnée, et quels conseils tu pourrais donner justement en fonction de ce... On s'est adapté parce que au moment du confinement, nous on avait préparé un numéro spécial home trainer avec des séances, il y avait 13 séances pour garder la forme pendant le confinement. Le deuxième confinement, on s'est attaché à proposer des exercices. Il y en avait sur Home Trainer, mais il y en avait aussi en vue de reprendre la route. Voilà, on avait regardé dedans, un petit peu plus loin. Oui, on est obligé de s'adapter de toute façon à l'actualité. Là, par chance, on va bientôt remettre les roues sur l'asphalte et ça va faire du bien, mais il faut... on a commencé un petit peu dans un rayon de 20 km. Et 3 heures. Et 3 heures. Mais ça fait du bien. Je veux dire, voilà, rien que de sentir le vent dans les cheveux, moi j'en ai un peu moins, mais sous le casque, ça fait du bien. Je pense que ça fait partie aussi toujours de cette... Et tu parlais de séances type là, que ce soit les 12 séances, les 12 types d'exercices qui sont dans le planning, dans le calendrier de cette année. Tu parlais de 13 séances de home trainer. Est-ce que vous, les journalistes, vous avez un protocole de test à chaque fois de ces séances pour avoir un retour d'expérience, un retour de sensation? Vous les testez toutes? Alors, on n'a pas testé les 12, mais moi, oui, par le passé, j'ai essayé des méthodes d'entraînement qu'on mettait dans le magazine. Alors, j'ai quelques souvenirs d'une séance où il y avait c'était un exercice assez dur et j'arrivais pas à le faire, donc j'ai appelé notre pigiste entraîneur, notre coach, et en fait il y avait une petite coquille sur le temps, donc c'était pas 14 minutes qu'il fallait faire, c'était 4 minutes. Forcément j'avais un peu de mal. Voilà, mais il y a des bons souvenirs. On avait fait un sujet sur la différence professionnelle cyclosportive. Maintenant il n'y a plus de coquille, donc ça veut dire que s'il n'y arrive pas sur les séances, c'était avant, non, le magazine est paru sans la coquille. Donc j'avais fait une étude en laboratoire avec un cycliste professionnel et donc moi j'étais le cobaye pour le cyclosportif. Voilà, et là j'ai vu que j'avais une génétique qui était nettement moins avantageuse que le cycliste professionnel. Et pour ceux qui veulent attaquer la saison, quels sont les 3 conseils du cycle, ou qui veulent reprendre ou commencer cette activité finalement? Je vais reprendre un petit peu ce que disait Camille. C'est d'abord planifier sa saison, se fixer des objectifs, même si ils sont petits. Même si c'est pas la marmotte, même si c'est pas l'étape du Tour, ça peut être la bisou, les copains, ou une cyclo. Ou un 100 bornes avec les copains à la fin de l'année. Non, mais un petit circuit d'une cyclo, ça peut être simplement les 80 km. Voilà. Mais à son niveau, se fixer un objectif, s'y tenir, donc faire son planning. Ensuite, faire un test terrain pour connaître ses valeurs de travail. Le faire régulièrement même. Et vous commencez à me faire peur. Planification, tester. Ça ressemble vraiment à l'actualité du moment. Et le troisième? Alors déjà rouler. Oui.
Et puis avoir peut-être un petit investissement, un petit cardio pour commencer les bases Oui, et faire ce un petit lien. outil quand même. Un petit outil, oui, et pas besoin de dépenser de grosses sommes d'argent, mais un petit capteur un cardio Pour fréquence pouvoir peut consigner ces suffire. données sur son carnet d'entraînement, justement, parce que c'est très important d'avoir un retour sur expérience, et le carnet d'entraînement va nous permettre d'avoir ce retour sur expérience. Donc le Excuse-moi, carnet d'entraînement que vous aurez dans le prochain numéro du Voilà. cycle. l'année prochaine, quand vous aurez avorté une phase de préparation, vous pourrez retourner sur votre carnet d'entraînement et voir ce qui n'a pas fonctionné. Tu avais ce genre de choses? Tu avais des carnets d'entraînement ou pas? Oui, j'avais un carnet d'entraînement. Mais déjà, les dernières années, on transmettait tous nos entraînements à l'entraîneur. Donc oui, puis comme je dis, ça peut permettre de servir de repère année après année pour savoir à quelle période on était en forme et voir ce qu'on avait fait avant pour essayer de reproduire la même chose. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ces repères. Et puis je disais aussi pour bien préparer la saison, aussi parce que on s'adresse aussi aux débutants, avoir un vélo bien à ses côtes. Eh oui, Non, si on- ça peut être important. Non mais oui. C'est le début, c'est la en fait, base, c'est la hein. base. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais la base du matériel, c'est clairement déjà d'avoir un vélo. Parce que vous pouvez avoir le meilleur vélo du monde, s'il n'est pas à vos côtes, je crois que ça donnera jamais grand chose, in fine. Et puis bien entretenu. Et oui, bien entretenu. C'est-à-dire l'entretenir régulièrement, on rentre de sa sortie, voilà, on fait un petit nettoyage rapide, ça prend 5-10 minutes. Si on est méticuleux, on y passe un quart C'est dans d'heure. le prochain numéro, ça? L'entretien du matos? Tout le temps, il y a toujours une rubrique atelier. Alors, tu peux nous donner un petit indice sur la prochaine couve? Ça sera quoi? La Allez, prochaine vas-y, une couve, petite exclusivité. Il sort quand déjà le prochain numéro? Il sort le 23 décembre. D'accord. Voilà, Alors allez, donne-moi un petit quelque chose. J'ai le droit de te demander. Non, j'exagère vraiment. Il y aura déjà un carnet petit peu de suspense. C'est normal. Mais ouais, un vélo bien entretenu, c'est aussi, ça fait partie aussi du plaisir de rouler. Tout Ça simplement. évite d'avoir un ennui mécanique le jour de l'objectif aussi. Aussi, oui, ouais. Ne jamais se lancer dans une réparation la veille au soir à 23h de l'objectif. Ça, je crois qu'on l'a tous fait au moins une fois. Et ça a rarement été une grande réussite. Merci à vous tous pour tous ces conseils. On va passer maintenant au dernier instant de l'émission, l'instant roue libre. On va débattre un petit peu des sujets qui fâchent. L'instant roue libre. Alors, dans cet instant en libre, déjà, on va pouvoir répondre à quelques questions que vous nous avez fait le plaisir de nous poser sur le fil Facebook. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'à chaque fois qu'on me fait un live, le fil Facebook qui annonce l'événement, et il est destiné à vous, il est destiné à vos questions justement qu'on va aborder derrière le jour J, bien entendu. Et on va également aborder quelques thèmes qui sont un petit peu limites de temps en temps, ou quelques belles anecdotes. Je vais commencer avec toi, David. Quel est le truc le plus dingue, quand on est dans la préparation de la saison, quel est le truc le plus dingue ou vraiment le plus ahurissant que tu as vu sur un stage de préparation chez un cours? T'es pas obligé de donner des noms, ou que tu aies fait sur un stage de préparation ou chez les coureurs pro? Non, mais on parlait du poids. Parfois, on voyait un coureur arriver au mois de janvier, à la limite, on le reconnaissait pas. Il a pris 10 kilos, donc c'est vrai que parfois, il y avait une certaine 10 moquerie. kilos, et la coupure, elle dure combien de De ce temps chez un côté-là, coureur pro? avec les bonnes joues, ça faisait pas trop cycliste. Alors maintenant, un peu moins, je pense, dans les dernières années, tout le monde fait plus ou moins le métier. Mais je me souviens, en 97-98, des coureurs qui préparaient, ils étaient 2 mois à l'avance avec 8-9 kilos. Donc, Et combien de temps elle dure la coupure chez un coureur pro? En moyenne, En moyenne, 3 semaines, 1 mois. Après, tout dépend quand est-ce qu'on finit la saison. Et 10 quand kilos en 3 semaines, 1 mois? Non, là je parle pas en 3 semaines, 1 mois, mais souvent le premier stage était 2 mois après, donc certains avaient le temps de prendre du poids. D'accord. Et au point de pas les reconnaître alors. Avec des joues, t'as bien profité pendant l'intersaison, c'est vrai que Tiens, t'as pris ta retraite. Ah non, t'attaques ta saison. Ah bon. Donc voilà, non, ça c'était les petites anecdotes. Courant. Après, il y a des soirées de décembre, mais bon, t'as pas rentré dans les détails. Non, on Comme veut dit, pas tout c'était savoir. Ça reste cohésion de ce groupe, qui là se aussi. passe à Vegas. Parce qu'on dit l'aspect psychologique, il faut créer. Alors là, je parle du sport un peu en équipe quand on est au sein d'une formation et qu'on va courir en groupe tout au long de l'année. Souvent, en mois de décembre, il y a une grande soirée où vraiment on essaie de souder le groupe. C'est un peu la soirée de cohésion de l'entreprise. C'est ça. Quelque ça peut part. être comme ça, voilà. Voilà. Tout aussi policé, j'imagine.
Donc, J'en demanderai pas plus, j'en demanderai pas plus. Et toi, c'est quelque chose que tu vois chez les coureurs ou les athlètes que tu suis, voilà, des gens qui arrivent après l'intersaison en ayant un petit peu chargé sur la raclette Alors ça dépend tout des coureurs. Bon, il y a vraiment une diversité à ce niveau-là. Après, les personnes qui prennent un coach sont en général dans la performance et sont très rigoureux, donc ils n'ont pas l'habitude à se lâcher, on va dire, en période hivernale. Moi, ce que je conseille, c'est quand même d'avoir toujours une variation de poids quand même dans la saison. Ça fait du bien au corps, à l'organisme de se régénérer. Par contre, dès qu'on excède cette limite-là, ben, c'est du travail qu'on a en plus pour les perdre. Et du En coup, fait, on va devoir faire plus de foncier et moins de faut spécifique. mettre le curseur à un certain niveau parce que moi j'ai connu des stages de début de saison, j'ai couru un petit niveau, mais où les gars arrivaient gras comme des cochons, ils me disaient ouais mais ça va faire de la force pour le reste de l'année. C'est une légende ou Ça, c'est vraiment la légende ah que c'est la la légende. graisse fait la Ne le force. faites pas. Ça tient chaud, c'est tout. Ça tient juste. Ouais, cela dit au l'hiver. moins, ils pour sentent faire qu'ils foncier. progressent tout au long de la saison. Ça va de mieux en mieux parce qu'il y a cet aspect psychologique de sentir qu'on progresse, ça fait toujours du bien à l'athlète. Et c'est vrai, non mais c'est vrai. Mm. On se retrouve pas à se heurter sur un palier où là, mine de rien, l'entraînement devient difficile parce qu'il n'y a plus de progression. Vous avez des anecdotes aussi dans l'écriture des articles comme ça, au niveau du cycle il vous est arrivé des trucs sur la préparation de saison, je sais pas, une botte qui gonfle de Non, façon. voilà, en rubrique entraînement, j'ai cité les deux qu'il y avait tout à l'heure. Moi, j'ai le souvenir d'un article avec un changement d'équipe pour un professionnel voilà, auquel on a discuté ensemble et puis l'article est tombé un petit peu à l'eau parce que ce cycliste faisait beaucoup aux sensations, était pas tellement porté sur les nouvelles méthodes ou choses comme ça, donc ça a été un petit peu difficile, mais on a dû changer l'angle de l'article, et puis il y a toujours des petites anecdotes avec des nouveaux produits parce que voilà, je pense aux pédaliers avec des manivelles désynchronisées. Ouais. Voilà, se c'était faisait- quelques belles gamelles, non, pendant les phases de test, non, non, même pas. mais c'est pas facile de rouler avec. Voilà. Dernièrement, j'ai en test le capteur glycémique. Alors, oui, j'ai cru voir, tu nous Donc, montres. Alors, Allez. c'est une petite. Monsieur, ils sont une connectés petite hein, au pastille, cycle, hein. je vous le dis. Donc voilà. Ah oui. Donc c'est le capteur qu'avait la Jumbo Visma sur le Tour de France. Ouais. Enfin, ils Alors, ont ça pas- ils sert ont à pas quoi? En fait, ça prend la glycémie en direct. D'accord. Donc sur le. Alors la glycémie, pour les plus profanes, c'est votre niveau de sucre dans le sang, hein, je dis pas de bêtises, c'est un peu le carburant, ça vous donne, c'est votre jauge de carburant en fait sur le vélo globalement. Voilà. Donc sur le téléphone, ensuite on a sa courbe glycémique en direct. Donc voilà, et c'est donc vendredi j'ai dû me mettre ce patch, mais en fait ce que je savais pas c'est qu'il fallait l'appliquer avec une petite aiguille quand même de Qui est pas 1 si petite que centimètre, ça, qui d'après est ce pas que si j'ai pu petite que voir. ça quand on la découvre. Donc ça a été un petit moment même pas pénible parce que ça s'applique bien, mais c'est surprenant. Et ouais, monsieur, dame, vous voyez quand même l'implication des journalistes du cycle qui sont prêts quand même à se piquer le bras pour vous donner un retour de terrain plus précis. C'est vraiment une belle abnégation, bravo. C'est, je pense, important. Enfin, nous, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de transmettre dans le magazine, c'est-à-dire que pour parler des produits, pour conseiller aux lecteurs, c'est de leur faire un retour, une vraie expérience. Voilà, c'est avoir fait des kilomètres avec un produit pour pouvoir dire il est ce qui va pas, ce qui peut leur convenir, ce qui va pas leur convenir. Je pense que c'est assez important d'être vrai, et en tout cas d'avoir un retour sur l'expérience et des C'est tests. important. J'ai une question de Damien. Damien qui nous a posé une question sur le fil Facebook qui s'adresse à tous. Je vous laisse répondre en fonction de vos envies. Damien, il n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner. En fait, il a que 2 séances par semaine. La première d'1 h 30 actuellement. Il nous dit qu'il fait voilà, un petit peu de qualitatif, du spécifique. Et la deuxième séance, c'est une séance. Alors, j'ai trouvé ça faisait beaucoup, ça faisait un gros décalage entre 3 heures et 5 heures le week-end où il fait cette fois, on va dire, du vélo de façon plus continue. C'est ces 2 seules séances pour se préparer cet hiver. Est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Qu'est-ce qu'on peut y ajouter? Je sais pas.
Est-ce que ça suffit? De toute façon, je pense qu'il n'a pas le choix déjà. Voilà, Ah bah voilà, Damien, tu fais Donc, gaffe parce que tu peux pas faire autre chose. Donc non, il faut faire avec. Je pense qu'il y a chacun ses impératifs. Il faut qu'il concentre avec un peu de qualitatif au moment où il n'a pas de temps, du quantitatif au moment Au où il niveau en a coaching, plus. au niveau voilà, musculaire, tout ça, par rapport à vos expériences, ça vous semble cohérent cette 1 heure et demie spécifique, 3 à 5 heures de foncier? Bah après, c'est toujours pareil, comme on disait, c'est peut-être à moduler dans la saison. Alors, vu qu'ici, le volume est très faible, on va avoir tendance à lui dire fais le maximum dans la semaine. Donc, essaye de t'approcher le plus possible des 5 heures, même si une sortie de 5 heures, c'est vraiment très long pour la période de l'année, et vu les conditions climatiques qu'il y a à l'heure Il y a que les actuelle. pros qui font 5 heures au mois de décembre, non? Oh, je pense pas. Il y a toujours des passionnés de vélo Oui. qui seront jamais fatigués et qui prennent plaisir tout le temps. Mais je trouve qu'à la base, c'est pas mal faire une sortie un petit peu longue d'endurance, un petit peu de fractionné. Après, s'il peut pas faire d'autres séances, on a dit, il peut essayer. Alors, il y a l'homme trainer, il peut faire une séance de complexe. Je sais pas s'il peut aller au vélo Au boulot, ouais. au boulot. Le vélo taf. Au boulot en vélo, Ouais, mais voilà, le il y a vélo tous taf. ces petits sports S'il hein, n'est qui pas permettent. confiné, il peut. Il y a tous ces Peut-être. Ouais. petits sports qui permettent de garder la condition physique. Donc, Des petites séances de préparation physique avec des abdos. On parlait du mot barbare core training, mais le fait de fixer le bassin permet d'avoir un meilleur pédalage. Et on peut peut-être se servir on peut s'en servir pour les abdos ou pas? Tout à fait, oui, oui. J'ai Je mal rien d'y rebondis, penser. Tout à l'heure, on a parlé, mais la pré-fatigue, la post-fatigue avec les appareils, quelqu'un qui aurait, là, comme le cas de Damien, c'est Damien, ça, c'est ça. qui n'a pas Damien. beaucoup de temps, on peut rajouter vraiment de la charge d'entraînement. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, là, s'il a envie sur les quadrilles, séance de gainage qui sera faite en 20 minutes. Donc voilà, ça prendra toujours un petit peu de temps, mais à la maison, le soir, pourquoi pas. On a beaucoup été enfermés, donc c'est vrai qu'on a plus envie de sortir, mais on peut quand même. Coach, tu valides la séance en Ouais, plus? bien sûr. Et puis, je pense que peut-être que Damien n'a pas de home trainer chez lui. Donc, ça peut être J'ai pas l'info. l'investissement pour à additionner s'il veut faire pratiquer une sortie en plus dans la semaine. Ok, merci. Dernière question pour finir, elle est sympa. C'est une question aussi qu'on nous a posée. J'ai un cyclo sportif. Alors peut-être que la question était personnelle, on ne sait pas trop. Moi, je trouve que ça sent le vécu quand même. Est-ce qu'un cyclo sportif ou un coureur peut être à 25% de masse grasse en février? Je sens que ça sent le vécu. Et affûté pour son objectif de l'été. On parle beaucoup de gras quand même. Ça fait beaucoup de gras? Non, on parle beaucoup de gras depuis tout à l'heure. Ah bah, c'est sûr que 25% et affûté, c'est jouable ou pas en quelques mois? C'est dur, hein, quand même. c'est dur, Ouais. mais c'est toujours la course à l'armement en cyclisme, c'est-à-dire qu'on va essayer d'être le moins gras possible, donc les kilos en surpoids vont être vraiment. Mais après, est-ce que 25 et affûté, c'est possible? C'est toujours possible, mais on va être beaucoup en endurance pour pouvoir perdre cette masse grasse, et on va prendre sur le reste, c'est-à-dire sur le travail spécifique, et du coup peut-être que physiquement on sera peut-être moins prêt. D'accord, ouais, donc ça peut être quand même. On part avec un petit handicap quand même. Ah oui. Donc, La petite anecdote sur le complexe quand même, et pour la masse graisseuse, parce que comme on parle de ça, la masse graisseuse est de la résistance à l'électrostimulation. Donc plus vous êtes gras, plus vous êtes, voilà, on est en plein dedans, corpulent, plus il va falloir monter les intensités. Hein. Donc ça me plus fait penser à ça. Plus ça sera douloureux alors un petit peu quelque part. Au départ, non, moins vous allez ressentir. Ah. Comme c'est de la résistance. Ah, en fait, c'est top. Hein. Donc pour les gens qui sont qui reviennent de 2 mois assez festifs ou qui se sont bien laissés aller, vous allez moins sentir au départ l'impulsion électrique, donc il faudra monter beaucoup plus haut sur les intensités. Voilà, Et au milieu de tout ça, il y en a toujours un qui arrive au stage de début de saison, plus léger que quand il est parti. tu devais les rendre dingues tes collègues, non? Non, Ceux mais qui après- prenaient les 10 kilos justement, ils devaient se dire ah là là, Ouais, David il a de la après, chance. je le cherchais pas vraiment Ouais, à pas prendre de poids. Donc pour répondre aux 25% passé affûté, je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Donc après, C'est beaucoup. on parlait. Bon, c'est sûr qu'en faisant des kilomètres, on va forcément perdre du poids à un moment, on va fondre la graisse, donc raison de plus pour aller rouler. On parlait pour manger la raclette le soir, on aime bien faire une bonne sortie avant, comme ça ça met en appétit, donc il y a pas mal de raisons pour aller rouler. Moi j'avoue que je fais du vélo quasiment pour manger et beaucoup manger. Bon, vous l'avez compris en tout cas, et c'est un peu la conclusion, il faut faire des kilomètres, c'est le moment dans cette phase de préparation de faire des kilomètres. Je vous remercie tous pour toutes les informations et tous les conseils que nous avez donnés, vous avez donné à ceux qui nous écoutent et nous regardent aujourd'hui, donc pour cette préparation de la saison. Merci à tous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, allez, on attaque l'entraînement et on se revoit au prochain numéro. Salut!